table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Il y a 50 ans exactement, s'éteignait un mythe français, Édith Piaf, un petit bout de femme d'1,47 m qui avait bouleversé son pays par ses chansons et son tempérament hors norme. Le jour de sa mort, ce 11 octobre 1963, sonne comme un coup de tonnerre dans le monde du spectacle et dans le pays tout entier. C'était un vendredi et notre invité a perdu ce jour-là une amie, c'est Hugues Vassal. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous dans le jour où. Vous avez été son photographe officiel pendant les 7 dernières années de sa vie. Vous êtes l'auteur avec Jacques Pessy de Édith Piaf, Une vie en noir et en blanc aux éditions du Cygne. On va revenir sur la manière dont vous l'avez rencontrée. D'abord, j'aimerais que l'on revienne sur ce jour précis de sa mort, ce 11 octobre 1963. Comment l'avez-vous appris? Eh bien, je l'ai appris un petit peu, pas fortuitement, je l'ai appris parce que nous étions habitués du 67 bis boulevard Lannes où elle habitait, mais elle n'était pas là. Mais elle n'était pas là, mais néanmoins, les nouvelles sont venues à partir de sa secrétaire qui s'y trouvait, mais Édith était morte en définitive dans le Midi. Oui, parce qu'il y a toute une histoire autour de sa mort. En fait, elle est décédée le jeudi 10 octobre, mais elle voulait absolument mourir à Paris, donc son corps a été transféré secrètement dans la nuit. Oui, dans la nuit, avec une ambulance. À grands frais d'ailleurs, et on a fait rentrer Édith en cachette dans son appartement. D'ailleurs, il y a 2 photos, elle est comme ça, telle sur son lit, puis après les gens sont venus la préparer, et Édith, de nouveau élu domicile, là, tous, avec seulement les intimes qui étaient proches. Personne ne rentrait. Donc on a fermé tous les volets. Donc j'étais là tout de suite, oui. Elle est arrivée. Nous étions là. Jean Nolly et moi-même étions là. Il y avait Loulou Barillet, il y avait Daniel Bonnel, Marcel Bonnel, Théo Sarapo, et c'était tout. Alors ça faisait des mois qu'elle était malade. Elle était même tombée dans le coma en avril. Vous aviez des nouvelles d'elle. Vous la suiviez de près. Nous l'avions vue. Nous étions descendus très souvent dans le Midi, et même 3-4 jours auparavant, j'avais fait d'ailleurs honteusement une photo d'elle quand on la mettait en clinique. On sentait très bien que c'était, on savait que c'était la fin. De toute façon, on l'avait vu plusieurs fois se dégrader dans le Midi pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et puis là, on sentait que c'était la fin, et nous sommes remontés, et on ne savait pas que ça allait aussi vite. On est remonté à Paris et nous avons appris l'horrible nouvelle. Comment vous l'apprenez? C'était une catastrophe pour nous. C'était une catastrophe. En fait, je perdais beaucoup, et on ne savait que dire, mais il fallait faire le travail. Il fallait. Édith, c'était toujours la gloire. Donc il y avait du monde devant le 67 bis. Tout le monde s'agglutinait bien avant d'abord l'enterrement. Oui, parce qu'elle est enterrée le 14 octobre au Père Lachaise. 40 000 personnes l'attendent devant le cimetière. Tout le monde se battait. Tout le monde se battait. J'ai failli tomber même dans le trou là. C'était insensé. Un prêtre est arrivé parce qu'on lui avait refusé aussi les obsèques religieuses du fait de sa vie un peu perturbée, trop perturbée selon. Et donc Édith était, mais elle a été peut-être pas, elle n'a pas été à l'église, mais il y avait toute la foule de la France était là. Et vous l'avez accompagné jusqu'au bout. Vous étiez encore le photographe officiel à ce moment-là. Toujours. Et même à l'intérieur, on me l'a parfois reproché, c'est dans le livre, je l'ai fait sur son lit de mort, mais c'était la demande d'Édith. Édith m'avait toujours dit depuis 7 ans, tu es là pour faire mes photos, ne t'occupe pas d'esthétisme, tu me prends tel que je suis belle, pas belle, je suis triste, je suis gay, je suis avec un tel, tu ne t'occupes, fais des photos, tu es mon photographe. Je n'ai cessé de les faire, et finalement, quand je vois ces photos que je ne connaissais pas toutes, parce que je vois ce livre, Édith est toujours heureuse. Or, elle a voulu ce livre. Édith, malgré ses maladies, malgré ses souffrances dans les cliniques, parce que je faisais les entrées de clinique, les pendant la clinique et les sorties de clinique. Je faisais les petites répétitions, les grandes répétitions, les grands galas, les grandes joies, les premiers amants, les deuxièmes, ceux qui repartaient. Et il y en a eu. Et il y en a eu beaucoup. Donc je vivais ça avec l'assentiment total, plein et entier d'Édith. J'avais accès à sa chambre. Elle avait une totale confiance en vous. Totale. J'avais accès à sa chambre.
Je n'ai pas connu sous le lit, mais j'étais sur le lit, souvent. Et alors, ce qui est incroyable ce jour-là, c'est que quelques heures après l'annonce de sa mort, l'un de ses amis, et non moins célèbre, Jean Cocteau, écrivain et académicien, décède lui aussi. Il était malade et fragile, mais tous disent que c'est la mort de Piaf qui l'a achevé. D'ailleurs, le Parisien libéré titre le lendemain « La mort d'Édith Piaf a tué Jean Cocteau ». D'après vous, pourquoi elle fascinait autant et surtout Jean Cocteau avec une grande admiration d'Édith Piaf. Pour lui, c'est peut-être pas la bombe Piaf. D'ailleurs, il l'appelait Madame Piaf. Et je termine, moi, pour un spectacle, quand je raconte Piaf, je termine toujours sur un poème de Cocteau, qui est superbe. Je ne l'ai pas en tête parce qu'il faudrait que je vous le lise. Mais il adorait Piaf, il admirait Piaf. Vous pensez vous aussi que c'est la mort de Piaf qui l'a tué ? Je pense. Il est mort une dizaine d'heures après. Il est mort de désespoir, mais il n'y avait plus de... Parce que Piaf avait un tel magnétisme, un tel lien mystérieux qui pouvait toucher certaines personnes sensibles, dont Jean Cocteau. Et ça ne pouvait... Et Cocteau était très relié avec Piaf. Entre eux, il y avait... Je ne les ai pas connus, mais certainement beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Et vous dites, quand Piaf choisissait un homme, ce n'était jamais par hasard, elle avait du pif, elle savait repérer le talent, c'est ce qu'elle a fait avec vous, elle vous a repéré. Et oui, je pense que... Je dis toujours que surtout je débutais, je n'avais rien, j'étais ce que j'appelle un gueux d'Édith Piaf, pauvre, mal habillé, mais elle aimait les pauvres. Timide, elle aimait les pauvres, oui, mais timide et surtout inhibée et avec un mauvais matériel, mais c'était pas ça, elle vous regardait. Quand Piaf m'a regardé pour la première fois au théâtre de Dijon, son regard, ça je le souviendrai toujours, m'a transpercé. Et ça, je me suis senti et libéré en même temps. Et là, immédiatement, elle me dit, je vais te confier une mission. Et elle pouvait être aussi diabolique. Un matin, elle lâche à son accordéoniste « J'ai réfléchi, t'as une sale gueule, tu joueras maintenant derrière le rideau. » Et elle poussera aussi Charles Aznavour à se refaire faire le nez. Faire le nez, absolument, oui, c'est ça. Mais avec moi, elle m'a fait aussi une très grosse méchanceté une fois, après le mariage d'Édith Piaf, certainement parce que je n'avais pas voulu rentrer sous le lit. Alors, le jour de son mariage, en plein cocktail avec tout le monde, dans le salon rénové, enfin, parce que c'était un peu le fatras chez elle, Edith est venue me voir devant tout le monde, et avec sa voix qui pouvait couvrir l'Olympia sans micro, a dit « Ah, tu vois, Hugues, ça t'épate », alors que j'avais beaucoup aidé à ce mariage. Sinon, en complicité avec elle et avec Théo Sarapo, il m'a dit « Mais crois-moi, et pour que tout le monde l'entende, c'est une meilleure affaire que toi ». Elle a voulu se venger. Elle ne supportait pas qu'on se refuse à elle. Et je me souviendrai toujours quand elle est venue vers moi dans cette salle. Je savais, je l'avais échappé. Pourtant, quand elle se levait le matin, il y avait toujours quelqu'un. Elle prenait quelqu'un en grippe. Donc, on raconte l'histoire de Marcel Bonnel et l'accordéon. Ben, c'était ça. Et là, je savais que j'y avais droit et j'ai eu droit. Elle avait réfléchi. Ça s'était passé avec Paul Meurice à cette époque. C'était en 1958-59. Et elle se marie en 62. Elle n'a pas oublié. Elle avait préparé son coup. Mais elle l'aimait bien. Monsieur Vassal, si je vous demandais de terminer cette phrase, le 11 octobre 1963, c'est le jour où, que diriez-vous ? J'ai perdu une maman. Mais une maman quand même qui m'a... Je suis élu. Qui m'a permis de devenir un homme. De sortir de l'alcoolisme, de fonder Gamma. Donc je peux dire, Edith, je t'aime. Et elle vous a marqué à vie. Merci beaucoup, Monsieur Vassal, d'avoir été notre invité dans le jour où. À suivre d'autres informations sur RCI.